On va finir avec le dernier talk de la journée par Anaëlle Sanzenoni. Anaëlle est passionnée par la relation et la communication. Elle a rencontré pas mal d'obstacles sur son chemin de maman qui l'ont amenée à faire de cette passion son métier. Anaëlle, aujourd'hui, accompagne des parents et des professionnels de l'enfance, que ce soit des enseignants, des éducateurs, des assistantes maternelles, etc., à la découverte d'une communication consciente pour plus d'efficacité et d'équilibre dans leur relation adulte-enfant. Elle a été formée par l'atelier des parents. Elle anime entre autres les ateliers de communication Faber et Maslich. Bienvenue Anaëlle. Bonjour. Lorsque je suis devenue parent pour la première fois, j'ai fait la connaissance d'une personne que je ne connaissais pas encore. Moi. Alors, pas le moi fille de, pas non plus le moi femme, sœur ou amie, le moi parent de. Au départ, je me suis sentie plutôt confortable dans ce rôle-là, j'ai envie de dire même compétente, mais ça c'était au départ. Petit à petit, mon fils est passé du bébé à l'enfant, et moi je suis passée de la maman plutôt sereine à la maman complètement bousculée parce qu'elle découvrait en elle-même. Doucement, je me suis retrouvée à dire et à faire exactement ce que je m'étais dit que je ne dirais pas et que je ne ferais pas avec mes enfants. J'étais pourtant pleine de bonne volonté, mais voilà, je voulais construire quelque chose, une relation saine avec mes enfants. J'avais décidé d'être une maman qui communique. Je vous en parlerai un petit peu après. Mais je me suis quand même demandé ce que je pouvais bien semer dans ma relation avec mon enfant, avec mes cris, avec mon irritation presque constante certains jours et avec mon impatience. Je vous ai dit que je voulais être une maman qui communique. Je l'avais décidé bien avant qu'il naisse. Et en fait, j'expliquais, je réexpliquais. Je vous ai dit que j'expliquais. En fait, je voulais tellement expliquer que j'expliquais peut-être trop. Je parlais peut-être trop. Ça, c'est le piège du parent qui veut être un parent qui communique. Et vous savez, quand on explique trop, ou plutôt trop longuement, avec un enfant qui a 3-4 ans, ça donne ça. Il va vous écouter, allez, 15 secondes, puis il va décrocher. S'il y a des jouets qui traînent par là, il va les prendre et en plein milieu de votre long monologue, il va faire... Et vous avez franchement l'impression qu'il est en train de se moquer de vous. S'il a 13, 14 ou 15 ans, il va vous écouter 5 secondes. Oh bah oui, il a 13, 14 ou 15 ans d'expérience derrière lui. Et autant d'années à subir vos bons vieux pavés indigestes. Et le pire et le plus fou dans tout ça, c'est que même vous, quand vous êtes arrivé à la fin de votre long monologue, vous ne vous souvenez parfois même plus de ce que vous étiez en train de dire au départ. Aujourd'hui, j'accompagne d'autres parents à la découverte, d'autres parents et d'autres professionnels de l'enfance, à la découverte d'une autre façon de communiquer. Certains l'appellent la communication bienveillante, d'autres la communication non violente ou positive. Moi, je préfère le terme de communication consciente. Alors, on va voir comment ça marche, ça. Hop. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Après avoir été bousculée par ce que je découvrais en moi-même, j'ai fait l'expérience d'un atelier Faber et Maslich, du nom des 2 auteurs du best-seller « Parler pour que les enfants écoutent »,« Écouter pour que les enfants parlent ». Et j'ai réalisé 2 choses. La première, c'est que j'étais une bien moins bonne communicante que ce que je me l'étais imaginé au départ. Et ça, dans toutes mes relations, pas seulement dans ce que je vivais avec mon enfant. La seconde, c'est que je ne mesurais pas encore l'impact que mes mots d'adulte pouvaient occasionner sur le comportement et le désir de coopérer de mon enfant.
Donc, je reviens au terme de communication consciente. Le dictionnaire nous dit, pour conscient, qu'il a une pleine et claire connaissance de ce qu'il fait ou éprouve, de l'existence ou de la réalité de quelque chose. Lucide. Donc, si on reprend notre terme de communication consciente, il s'agit d'avoir pleinement conscience de l'impact de notre communication sur la relation, la motivation, la coopération et l'estime de soi de notre interlocuteur. Ayant conscience de ces choses, je peux donc travailler ma communication et faire preuve de bienveillance envers mes enfants, mes parents, mes amis, mes collègues et envers moi. Alors, le terme de communication consciente, vous remarquez qu'il n'est pas fait mention de compétences particulières ici, hein. Juste d'avoir conscience de l'impact de notre communication. Ça met déjà moins la pression. Ça ne signifie pas, communiquer consciemment, ça ne signifie pas que je ne ferai plus d'erreurs, que je ne blesserai plus mes enfants avec mes mots, mais que lorsque ça arrivera, et ça arrivera encore de nombreuses fois, même si je fais attention à ma façon de communiquer, je pourrai agir en conséquence. J'en prendrai réellement conscience de mes erreurs, de mes propos blessants, et je pourrai rétablir la communication, rétablir la relation. Il y a quelques années, j'ai découvert les travaux de Masaru Emoto, qui est docteur en médecine alternative au Japon. Masaru Emoto a mis en lumière, à travers différentes expériences, l'effet de la pensée et des émotions sur l'eau. Je vous invite à faire vos propres recherches sur ces travaux et moi je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. Certains connaissent peut-être la fameuse expérience du riz. Il s'agit de prendre deux bocaux identiques, d'y déposer du riz cuit qui contient donc de l'eau. Ils sont stockés de la même manière, que ce soit pour le contenant, le contenu, la température ou la lumière. Voilà. La seule chose qui diffère, c'est ce qui est communiqué à l'un ou à l'autre. Donc sur ces bocaux, il est indiqué deux choses. Sur l'un, des pensées positives. Je t'aime, tu es merveilleux, merci. Sur l'autre, des pensées négatives. Je te déteste, tu es nul, etc. Et donc, il a démontré à travers ses expériences que la nature de nos émotions et de nos pensées faisait réagir différemment. Alors là, vous voyez, sur ces deux bocaux, vous avez donc d'un côté je te déteste, de l'autre côté je t'aime, on s'est écrit en japonais, je pense, mais au bout d'à peu près 1 an, ça donne ça. Je suis assez curieuse, et du coup, après avoir fait mes propres recherches, je me suis demandé ce que ça donnerait si je faisais cette même expérience sans les mots « je t'aime, je te déteste », mais en utilisant avec l'un une communication traditionnelle, c'est-à-dire classique, comme la majorité des parents parlent à leurs enfants, et avec l'autre, une communication consciente. Il y a un peu plus de 2 mois, j'ai donc pris soin de prendre 2 bocaux identiques. J'y ai déposé du riz d'une seule et même cuisson. Puis, j'ai étiqueté sur l'un communication traditionnelle, sur l'autre communication consciente. Régulièrement, pendant ces 2 mois, j'ai pris l'un et l'autre de mes pots, puis j'ai repris ou imaginé des situations de la vie courante avec des enfants. Par exemple, une crise de colère, un mauvais bulletin, une dispute entre frères et sœurs, une réponse insolente, une maladresse, une chute, une demande non écoutée, des larmes à l'entrée de la salle de classe, etc. J'ai voulu rester équilibrée dans ce que je communiquais, donc j'ai décidé de ne pas partir dans des extrêmes, ni d'un côté ni de l'autre. Avec mon pot communication traditionnelle, j'ai refusé de dire des choses comme « je te déteste, j'aurais aimé ne pas t'avoir », parce que ce ne sont pas des mots courants dans la bouche de la plupart des parents. Avec mon pot communication consciente, j'ai décidé de ne pas jouer aux parents parfaits,
parce que nous sommes bien d'accord, il n'existe pas. Aussi, j'ai pris la décision de volontairement manquer de bienveillance, de me laisser emporter par la colère, mais de revenir absolument ensuite, présenter des excuses et rétablir une communication saine. Donc là, vous voyez, au bout de 5 jours, mon pot communication traditionnelle, c'est le premier dans lequel est apparue de la moisissure. Alors que l'autre, oh, là vous voyez la moisissure, vous avez là du vert, mais là on ne le voit peut-être pas sur l'écran, mais il y a de la mousse blanche. Alors que l'autre ressemblait toujours à ça. Je dois quand même vous dire que quand j'ai commencé l'expérience, une partie de moi était un peu sceptique. Du coup, quand j'ai découvert la moisissure dans mon pot communication traditionnelle, je me suis dit « Waouh, ça marche !» J'ai pris quelques photos au fil des jours. Donc là, je vous montre au bout de 20 jours mon pot communication traditionnelle. Donc il a commencé à moisir à plusieurs endroits. Mon pot communication consciente ressemblait toujours à ça. Alors, vous voyez, il y a quand même des petits... voilà, ce qui ne m'étonne pas, étant donné que de temps en temps, je me suis laissée aller. Alors, je peux vous dire que l'expérience a été plutôt sympa parce que, du coup, quand j'étais pleine de colère à cause d'un comportement de mes enfants, je disais « Attends une minute !» Et j'y allais, et puis alors là, je me déchaînais. Je disais à mon pot tout ce que je leur dis pas à eux. Là, vous voyez, donc au bout d'un mois, mon pot communication traditionnelle était comme ça. Il s'est mis des espèces de cloques blanchâtres à l'intérieur et l'odeur était nauséabonde. Alors que mon pot communication consciente, lui, était comme ça. Il s'est passé quelque chose d'un petit peu étrange dans ce pot-là. L'eau s'est vraisemblablement séparée pour rester en surface. Et l'odeur, elle, était inconfortable, mais pas nauséabonde. « 58. Alors là, je l'ai ouvert pour faire la photo, mais j'aurais préféré ne pas l'ouvrir. Régulièrement, j'ai entendu mes enfants demander à leur papa « Papa, qu'est-ce qu'elle fait, maman, là-haut dans sa chambre ? À qui elle parle ?» Bah oui. Il leur a répondu très vaguement « Oh, elle parle à ses poteries. » Du coup, je me suis dit qu'une petite explication en plus ne serait pas trop, histoire de ne pas les laisser avec l'idée que leur maman parle à des poteries comme ça, sans raison particulière. Et mon fils aîné a eu envie de tenter l'expérience lui aussi. Donc régulièrement, il va parler à son premier poterie comme il parle habituellement à son petit frère, et à l'autre comme il faudrait qu'il lui parle idéalement. Je vous invite vous aussi à faire vos propres expériences et à en tirer vos propres conclusions. Je vais en revenir au résultat. Je pense que nous pouvons sérieusement nous poser la question de l'impact réel de nos mots sur notre sur nos corps et sur notre santé. Mais je laisse ça aux gens qui sont de la partie. Ce serait intéressant de pouvoir faire ce type d'expérience avec des examens médicaux en parallèle. Mais déjà, revenons au domaine de la communication. Posons-nous la question de ce que nous semons dans nos relations familiales, parce qu'il me semble évident que notre façon de communiquer n'est jamais sans conséquence. Demandons-nous si notre façon d'écouter invite au partage ou à la fuite. Et notre façon de demander de l'aide, d'annoncer que c'est l'heure du repas, sème-t-elle le désir de coopérer ou non ? Nos façons de réagir aux comportements inacceptables de nos enfants sème-t-elle le désir de les modifier ou bien aurait-elle tendance à amplifier l'inacceptable ? J'ai quand même envie de vous dire que, et ça me semble important de le préciser, la communication consciente ne permet pas de faire coopérer coûte que coûte les enfants. C'est ni une baguette magique, ni de la manipulation. Mais elle met en place un climat au sein duquel une dynamique de coopération se met beaucoup plus facilement en place. C'est le principe de la réciprocité. Il y a une chose surprenante et à la fois révélatrice que j'ai pu observer en atelier lorsque je fais des jeux de rôle avec des parents. Je leur demande de se fondre dans la peau des enfants et ensuite je leur demande comment ils se sont sentis. Un mot parmi des dizaines d'autres revient régulièrement.
Infantiliser. Le dictionnaire nous dit, pour infantiliser, traiter comme un enfant. Quand nous sommes traités comme des enfants, nous nous sentons accablés, nuls, méprisés. Et je pourrais continuer encore longtemps. Ce constat, pour moi, c'est le signal que quelque chose ne va pas. Sinon, pourquoi est-ce qu'on utiliserait ce mot-là pour dire comment on se sent quand on est traité comme eux, hein? Quand j'ai décidé d'adopter un regard neuf sur la parentalité, j'ai aussi réalisé que je devais sans aucun doute changer la façon dont je percevais mon rôle. J'avais tendance à endosser malgré moi un rôle répressif en faisant l'impasse sur ce qui aujourd'hui me semble évident. Mon rôle, c'est aussi et surtout de transmettre. Je vais vous raconter une petite anecdote qui illustre bien ça. Lorsque mon fils avait 22 mois, un été, il a lâché le mot, ou plutôt le gros mot. Vous savez, celui qui vous écorche les oreilles, le premier. Celui qui vous fait aussi réaliser que vous allez vraiment devoir changer votre façon de communiquer et votre vocabulaire maintenant. Il a fait tomber son jouet, il a dit « putain ». Alors là, je me suis sentie saisie. Pendant quelques secondes, je n'ai même pas réussi à bouger. Puis j'ai bondi. « Ah non, 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 on ne dit pas ça. Ce n'est pas beau, c'est un gros mot. Les gros mots, il ne faut pas les dire. C'est impoli. » Vous vous rappelez les bons vieux pavés indigestes? Il m'a regardé, il a rigolé et il a répété « putain ». J'ai tout essayé. J'ai expliqué, j'ai réexpliqué, je me suis fâchée, j'ai fait ma tête choquée, j'ai tenté d'ignorer, rien à faire. Et à un moment quand même, je me suis dit qu'à 22 mois, ça ne voulait pas dire grand-chose. C'est interdit, etc. Ça n'avait pas vraiment de sens. Et aussi que pour lui qui avait 22 mois, les codes de la société, ça ne voulait pas dire grand-chose non plus. Donc un jour, quand même, je me suis réveillée, je me suis dit, mais ton rôle ici, ce n'est pas un rôle répressif. Ton rôle là, c'est un rôle d'enseignement, de transmission. J'ai attendu qu'il le dise encore, et c'est arrivé. Il a fait tomber son jouet, il a redit « putain ». Je me suis baissée, je lui ai dit, quand on est agacé de faire tomber son jouet, on peut dire « zut, 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 zut » ou « ça perd l'hypopète ». Il m'a regardé, il a rigolé et il a dit « perd l'hypopète ». Waouh, on avait réussi. Cette anecdote, pour moi, c'est un point de repère et elle me rappelle une chose fondamentale dans mon rôle de parent, c'est que chaque conflit, chaque comportement inacceptable est une occasion pour moi de me positionner comme un enseignant, de transmettre. Et aussi une occasion de regarder vers l'avenir, les solutions dont on a besoin pour que ça fonctionne à l'avenir, plutôt que constamment me concentrer sur les erreurs du présent ou du passé. Au départ, je me suis dit que toutes ces recherches, l'évolution et la modification de ma façon de communiquer allaient vraiment être bénéfiques à mes enfants. Qu'ils allaient se sentir plus écoutés, plus épanouis, plus considérés aussi. La grande surprise, c'est que la première personne à qui ça a fait du bien de communiquer autrement, de communiquer consciemment, c'est à moi. C'est beaucoup plus valorisant d'être dans un rôle de transmission et d'enseignement que dans un rôle d'interdiction et de répression. Je me sens beaucoup plus épanouie et beaucoup plus compétente lorsque ce que je sème est cohérent. Et même si je dépasse encore souvent les bornes, même si il m'arrive encore trop souvent de semer des tomates alors que je tiens tellement à semer et à récolter des courgettes, je veux me rappeler d'une chose, c'est que je suis au début du chemin. Et j'aime bien illustrer ça comme ça. La parentalité, c'est un grand voyage, plein de rebondissements. Sur mon chemin, je trouve des cailloux, parfois même des rochers. Et s'il m'arrive d'être découragée, parfois je me dis « Hey, stop, pose-toi. Fixe tes yeux
sur ton objectif pour garder la bonne trajectoire. Mais de temps en temps, jette un coup d'œil dans le rétro et vois tout le chemin que tu as déjà parcouru. Tu avances et c'est ça qui est important. La parentalité consciente, c'est ça. Avoir conscience de. Être lucide sur l'impact de ma communication sur mes relations familiales. Et vous, qu'avez-vous envie de semer dans vos relations familiales ? Merci pour votre écoute.